Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fauveau pour une super émission aujourd'hui où on va parler de l'Impact de Montréal qui commence à être dans l'eau chaude. La MLS qui envoie une petite balle courbe à Vancouver, nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale féminine du Canada. On va parler de ce qui se passe en Europe aussi et on répondra à vos questions dans notre section Sujet chaud en fin d'émission. Messieurs, comment ça va? Salut Très les bien, jeunes, merci. ça va bien et toi? Ça va super bien. Ça va un petit peu mieux que l'Impact de Montréal, je vous dirais. Depuis notre dernière émission, ça a été 2 matchs joués pour l'Impact, 2 défaites. Balou qui entre et qui ressort après une quinzaine de minutes. Thierry Henry qui prend le blâme, mais qui, en même temps, prend le soin de nous dire qu'il n'aurait peut-être pas dû faire confiance à ces gars qui sont revenus à Montréal pour quelques jours de repos. Question bateau un peu, mais Jean, tu retiens quoi de cette dernière semaine-là pour l'Impact? Dans ce que tu as dit déjà, première chose, revenir à Montréal, je pense que c'était une nécessité. Faut pas se cacher. Les gars, pendant la semaine qui a précédé et après la série précédente de matchs, disaient c'est lourd, on a envie de s'aérer, ou en tout cas de s'aérer. Pas vraiment le terme, mais en tout cas de revenir un petit peu, de se ressourcer, disons, de retrouver un certain nombre de choses. Je pense que c'était une nécessité. Tu dis ça a posteriori, mais je pense que c'était important de le faire. Sinon, sur ce qu'on a même, dans le grand ordre des choses, ça met que de plus en plus le doigt sur et je pense que c'est la priorité de cette équipe là maintenant dans un avenir relativement proche, c'est d'aller chercher un super défenseur central. Je crois que la base du projet maintenant, elle est là, quoi. Oui, parce qu'il y a Louis Banks qui va peut-être quitter au mois de janvier. Rod Fanny, je pense qu'à son âge et avec sa blessure, c'est terminé. Rudy Camacho, ben, on n'en parle pas. Avec son erreur, il a été reconnu coupable selon Thierry Henry, même s'il n'a jamais été nommé. Mais on comprend tous que c'est lui qui a été coupable sur le premier but dans la défaite à New York. Ça, c'était le week-end dernier, avant une autre défaite en milieu de semaine face à Nashville. Dans tout ce que j'ai nommé, Sid, j'ai pas nommé Zoom, qui est une plateforme extraordinaire en 2020, mais qui n'est pas toujours facile à gérer avec Thierry Henry en conférence d'avant ou d'après-match. Toi, tu retiens quoi là, de cette dernière semaine-là avec l'Impact? Ah, 0 point sur 6 possible. Je pense que on peut regarder beaucoup d'angles différents, mais d'un point de vue comptable, c'est vraiment, vraiment, catastrophique. Les 2 matchs de l'Impact de Montréal, il y a un net recul au niveau des performances. Ce qu'on a pu voir, contre l'Union, contre le Crew, c'est dommage que l'Impact, n'ait pas su capitaliser et puis, en fait, on se rend compte que les équilibres sont très fragiles et on est quand même à 21 matchs de saison, mais d'un match à l'autre, l'autre statistique que je pourrais retenir, c'est que l'Impact, en fait, n'a jamais enchaîné 2 victoires de suite, ce qui quand même, finalement, traduit beaucoup de choses dans sa capacité à répéter les performances, dans sa capacité à maintenir un niveau de production offensive et de solidité défensive. L'Impact n'a pas ou très peu d'acquis. Oui, et c'est intéressant que tu parles de victoires consécutives parce que du côté du DC United qui n'avait pas gagné en 9 matchs, ben, c'est 3 victoires de suite. Puis c'est une équipe que l'Impact affronte lors du dernier match de la saison. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir ce qui va se passer d'ici là. Sid, je veux t'entendre, je l'ai dit à la blague tout à l'heure, mais je veux savoir si c'est des caprices des médias, si on en fait trop parce que c'est Thierry Henry ou s'il y a vraiment quelque chose là à aborder sérieusement, à corriger parce que c'est un irritant trop important. Les conférences de presse avec Thierry Henry, il y a la technologie, je parlais de Zoom tout à l'heure, mais les échanges, c'est de loin, de très loin, ce qu'il y a de plus désagréable et j'inclus Frank Klopas dans cette équation-là depuis l'arrivée de l'Impact en MLS. Est-ce que c'est juste le fait qu'il y a une distance, juste le fait qu'on soit sur Zoom ou il y a quelque chose à corriger avant qu'on se retrouve dans la nouvelle réalité de 2021 qu'on espère meilleure que celle de 2020?
Les 2, les 2. Moi, je suis persuadé que la plateforme, pas la plateforme en soi, mais cette distanciation, ce rapport, ce manque de lien qui est possible d'établir, entre le staff, d'ailleurs même les joueurs, et les médias, explique beaucoup sur la nature des relations, en même temps que les performances. On n'est pas dans un climat, qui est propice à la joie et du côté de Thierry Henry, il y a de l'eau à mettre dans son vin. Oui, il y a des mécanismes de discussion qu'il faudra qu'il intègre. Il y a des irritants qui qui valent qui ça vaut ce que ça vaut. Parfois, on a à côté la vidéo virale de Thierry Henry qui fait 2 millions de vues sur la MLS. Ça reste une star qui attire beaucoup d'intérêt. Donc ça empêchera pas de rayonner. Maintenant, par rapport à son image, à quel point ça a de l'importance, son image auprès de notre public, versus les résultats. Parce que moi, je suis persuadé qu'on a des résultats positifs pour l'Impact de Montréal et la même situation média. L'opinion du public est très différente. Et puis à ce moment-ci, les caprices, ce sera nous qui les faisons, et ce sera pas Thierry Henry. Donc tout ça, je pense que ta réponse, enfin ta question met le doigt sur tout ce qui va pas. Du coup, Zoom, la personnalité de Thierry Henry, mais aussi les performances. Bon, il n'y a pas seulement l'Impact de Montréal qui est dans une course aux séries. Jean, il y a les Whitecaps de Vancouver aussi dans l'Ouest. Là, juste comme ça, en une décision, je ne veux pas dire éclair, on va l'appeler tardive, la décision du moins officielle de la part d'AMLS qui décide de ne pas y aller puisque certaines équipes, en l'occurrence les Rapids du Colorado, ne peuvent pas compléter leur calendrier, jouer tous leurs matchs. On décide d'y aller pas avec le nombre de points qu'on a emmagasinés avec les victoires, les matchs nuls qu'on est allé chercher jusqu'à maintenant en 2020, mais plutôt avec les points par match, ce qui veut dire que là, à très court, si c'était pour commencer demain matin, les Whitecaps sont éliminés des séries. Si tu ne gagnes pas, les Rapids, il leur reste 3 rencontres. S'ils en gagnent une, les Whitecaps sont obligés de gagner leurs 2 matchs. Et même là, je me demande si tu n'arrives pas à court. Qu'est-ce que tu penses de cette décision-là? Et surtout, du fait que ça tombe quelques jours avant la fin de la campagne? Je te dirais une chose d'abord, c'est que c'était dans les provisions de la MLS au moment de la reprise. C'était les petits caractères. Si jamais on n'arrive pas, parce qu'il y avait déjà des problèmes depuis le tournoi MLS is back, depuis le tournoi de l'Orlando, parce qu'on l'avait vu déjà au début du tournoi qu'il y avait des équipes qui étaient courtes, qui ne pouvaient pas participer, il y avait des matchs reportés. Donc le problème, il était toujours là, même sous-jacent, ou en tout cas il était toujours présent. Donc la MLS, au moment de la reprise un peu plus régulière, avait mis donc cette petite provision en disant si jamais un ou plusieurs clubs ne peuvent pas compléter leur calendrier, le calendrier prévu, il faudra passer, ou on envisage de passer au point par match. Donc c'est ce qui se passe là. Et effectivement, tu regardes, et ça met un grand coup derrière la Vancouver parce qu'ils sont quoi, 5 points normalement, avec donc plus de matchs joués, 5 points devant Colorado. Colorado qui est probablement l'équipe qui a subi le plus de dommages, qui a eu le plus de matchs reportés et donc pas joués jusqu'à présent depuis. C'est Colorado qui va en profiter pour l'instant parce qu'avec 5 points de moins, il passe quand même devant Vancouver. C'est dur, mais comment tu veux faire? Est-ce que tu sais, à partir du moment où les équipes ne peuvent pas jouer le même calendrier, c'est-à-dire jouer les mêmes matchs face aux mêmes adversaires que tout le monde, ou à partir du moment où il n'y aura pas le même nombre de comptes pour tout le monde, il faut que tu arrives à une décision. Il faut que tu arrives à une décision. Et c'est vrai que pour Vancouver, qui a joué une partie de son calendrier face à Toronto et face à Montréal, puisqu'il y a eu tout ce mois d'août, là, début septembre, qui a été vraiment mis pour ce qui est devenu championnat canadien. Ils n'ont pas eu des très très bons résultats. Bon, c'est clair que cette partie-là est beaucoup plus lourde maintenant pour eux. Oui, et Sid, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je comprends cette décision-là. À un moment donné, tu n'as juste plus assez de dates
pour faire jouer une équipe qui a radé 5 matchs, les Rapids du Colorado, au début du mois d'octobre. Et c'est arrivé justement en octobre. Donc là, il ne te reste plus assez de journées. Tu n'as pas de temps avant les séries pour reprendre ces rencontres-là. Ceci dit, pourquoi ton calendrier n'est pas présenté, ton classement sur le site en fonction des points par match depuis des semaines, depuis que tu le sais que ça va être ça qui va arriver et que tu laisses les Whitecaps en série? Tout à fait d'accord avec toi, Olivier. Je comprends pas. Je comprends pas, sachant que c'était une évidence depuis même, comme Jean le rappelle, depuis le tournoi MLS is back, depuis Dallas qui a été excusé, je pense, Nashville aussi. Je pense que c'était une évidence que les équipes, il y avait le risque était grand que les équipes ne fassent pas tous le même nombre de matchs. Donc à ce moment-ci, je pense que tout le monde est capable de comprendre que les points par match sont les seuls critères de décision. Et à ce moment-là, je trouve que le timing de la communication, surtout plus que le fond de la communication, pose problème. Puis on le voit, la frustration du côté de Vancouver, où le compte Twitter de Vancouver exprime quand même beaucoup de commentaires et d'émotions partagées de ses fans, surtout dans une année qui est compliquée pour tous les clubs. Les sacrifices qui sont faits, sacrifice c'est peut-être un mot trop fort, mais les efforts qui sont consentis par les clubs sont énormes. Et, et, et là, il y a un manque de tact sur une décision sur laquelle, je répète, on s'entend tous que c'est, à moins de prendre de la position 7 à 12 et de les refaire faire un tournoi, la seule façon de décider, c'est ça, c'est les points par match. Et malheureusement, attendre, surtout que ça concerne quasiment que l'Ouest, puisque finalement dans l'Est, ils feront tous le même nombre de matchs, c'est maladroit, c'est maladroit. Maladroit. Bon, ce qui est un petit peu moins maladroit, oui, Jean, vas-y. Non, oui, là, on est d'accord. C'est tout simplement et ça, puisqu'on s'entend aussi pour dire que c'est quelque chose qui était sous-jacent depuis le mois de juin. Je pense qu'il y a peut-être une présomption de la part de la MLS d'avoir dit on va jouer un calendrier de 23 matchs. Je pense que dès le départ, se dire on allège encore plus ce calendrier-là pour justement être capable de faire face à ce genre de situation, ça aurait été peut-être une solution et une solution proactive, être capable de prendre le problème et de réagir avant que le problème se présente. Ouais, j'ai vraiment l'impression que le fait que tous ces matchs-là qui ont été ratés par les Rapids du Colorado, ça se soit passé au début du mois d'octobre, c'est ça qui a un peu chamboulé les trucs. Si ça arrive au mois d'août ou au mois de septembre, ben là, peut-être que tu as assez le temps pour y penser et peut-être que tu as le temps que quelqu'un soulève la question assez souvent pour que finalement tu te dises, ben oui, on y va avec le point par match. Et c'est pas une question d'avoir tous les acteurs à l'intérieur de la MLS au courant de cette donnée-là, c'est que ceux qui suivent les activités de l'équipe soient capables de s'attendre à un classement qui ne sera pas basé sur le nombre de points, mais plutôt sur les points par match. Jean, j'aimerais ça t'entendre maintenant sur la nomination d'un nouveau coach. Bev Priestman, qui a passé 5 ans avec l'équipe, le programme national canadien, chez les équipes de jeunes et adjointe à John Herdman, qui était à l'époque à la barre des femmes avant son passage chez les hommes, est partie en 2018 pour aller coacher avec l'équipe nationale d'Angleterre comme adjointe à Phil Neville. Et c'est elle maintenant qui vient prendre la place de Kenneth Heiner-Moller avec un gros défi quand même. Était supposé d'arriver si c'était elle qui allait remplacer Moller de toute façon après les Jeux olympiques. Finalement, ben là, elle a une année pour les préparer. Ouais, je suis content, je suis très content parce que quand on a parlé un petit peu du profil de la personne qui devait prendre la sélection, on disait que quelqu'un qui connaisse déjà bien le programme et qui connaisse bien les joueuses, et c'est un petit peu dans ce sens-là qu'est allée la sélection. Bev Priestman, elle n'était peut-être pas vraiment dans le profil parce qu'elle venait de re-signer en tout cas de s'engager au mois de septembre, je pense, avec la fédération anglaise pour être à la fois adjointe de Phil Neville. On l'a vu, elle était souvent à côté de Neville durant la Coupe du Monde. Et elle vient de s'engager pour avoir un statut vraiment d'entraîneur à part entière de la sélection U18 anglaise. Bon, là, il y a la possibilité, au niveau du statut, au niveau du mandat,
de prendre une sélection nationale. Je suppose qu'il y a aussi un salaire qui vient avec, mais c'est surtout une sélection qu'elle connaît bien. Elle était avec Herdman. Elle connaît Herdman depuis très longtemps. Hein. Quand elle était en formation, qu'elle était jeune joueuse, elle assistait à tous ces séminaires quand Herdman les faisait en Angleterre, là, près de Sunderland. Donc ça remonte à très très longtemps. Et elle est partie avec lui en Nouvelle-Zélande quand il est parti entraîner là-bas. Hein, parce qu'ils ont développé une amitié professionnelle. Elle a travaillé avec lui. Quand il a eu le boulot en Nouvelle-Zélande, il lui a demandé de venir. Donc elle a suivi, elle connaît ses méthodes, et ce sont des méthodes qui ont bien fonctionné avec l'équipe canadienne. Surtout après, effectivement, quand elle est rentrée dans le système canadien, elle a supervisé les différents programmes de jeunes. Donc elle va arriver là, elle connaît toutes les choses. Elle sait comment ça fonctionne. Elle va pas arriver en disant ouais, moi je sais ceci, je sais cela. Voilà, on va faire comme je décide. Non, elle arrive avec une connaissance des individus. Et ça, je pense que c'est essentiel maintenant, parce qu'on n'a pas une sélection à qui on va dire on va vous apprendre comment faire, on va vous montrer voilà comment faire. Non, c'est une équipe qui a quand même un certain vécu, qui a une période où il faut tourner, où il y a un changement de garde, mais des jeunes joueuses qui sont déjà dans le programme depuis longtemps. Et je pense que c'est une très bonne décision. C'est très excitant, ça, c'est dans la carrière de quelqu'un qui a toujours été très clair qu'elle opérait comme adjointe, comme numéro 2, dans le but de devenir numéro 1, éventuellement. Ceci dit, tu as quand même un gros défi parce que ça va être dans la cour à Priestman de préparer l'après Christine Sinclair. Oui, bon, on est encore dans le présent, Christine Sinclair, qui vient de remporter le championnat américain. Mais oui, non, c'est intéressant. C'est une bonne. Je pense c'est un bon profil d'une personne qui connaît bien le programme. Oui, comme Jean le rappelle, maintenant, elle doit performer. C'est l'un des objectifs, puisque elle-même a dit qu'il fallait changer la couleur de la médaille. Donc, Tokyo 2021, je pense que c'est assez abordable. Je regardais un petit peu les 12 équipes qualifiées. Il y a toujours l'ogre américain, mais derrière, que ce soit le Pays-Bas, la Suède, l'Angleterre, c'est à la portée. Le podium est à la portée du Canada. Je pense que peut-être pas le underdogs, mais je ne sais pas comment qualifier le Japon, qui sera à domicile, qui a montré quand même beaucoup de recul à la Coupe du Monde 2019, mais qui en même temps sera à défaut d'être devant ses partisans, sera chez eux. Donc je ne sais pas vraiment où je place le Japon par rapport au Canada, mais c'est jouable. Maintenant, moi, comme je répète dans la discussion qu'on avait eue à Loin de Sans Foot, je crois qu'il faut vraiment viser sur du long terme. Je pense que les problèmes qui ont été affichés par le Canada sont aussi le fruit d'une structure et comme d'un réseau dans le soccer féminin qu'il faut travailler, et je pense qu'elle a aussi son rôle à jouer à ce titre-là, et qu'il faut viser sur le long terme, parce que le rattrapage qui se fait des équipes européennes, c'est pas un rattrapage qui est juste le fruit du hasard ou d'un ou deux talents. Non, c'est surtout qu'il y a une organisation de plus en plus professionnelle qui se fait du football européen, et dont les sélections bénéficient. Donc, le mandat ne doit pas forcément, un peu comme je viens de le faire en parlant que de Tokyo, non, je pense qu'il faut aller un peu plus loin sur la réforme du football canadien féminin. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est pas moi qui ai un poste. All right. Je veux t'entendre maintenant, Sid. On va passer à notre segment en temps additionnel. Je veux absolument t'entendre sur les commentaires de Karim Benzema. Le Real qui se déplace à Mönchengladbach. Et là, tu as Vinicius Junior qui a une mauvaise première mi-temps. On va l'appeler comme ça. Et on a les caméras qui sont toujours dans le tunnel lorsque les joueurs s'apprêtent à revenir sur le terrain, mais aussi les micros ouverts pour entendre Benzema dire à Ferland Mendy, écoute, là, ça n'a pas de sens. Il joue contre nous. Il ne joue pas avec lui. C'est une catastrophe. Évidemment, ça, c'est le genre de truc qui se dit peut-être en sortant du vestiaire, mais qui se dit rarement lorsque les micros sont ouverts. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là? Est-ce que c'est juste une erreur parce que justement les micros étaient ouverts et tout le monde oublie ça, ou est-ce que c'est une grosse faute de la part de Benzema?
Bon allez, deuxième joker. Les 2 en fait, puisque, c'est pas si, rare que ça, hein, au final, que même entre coéquipiers, lorsque, un de nos coéquipiers a un mauvais match, qu'on dise: «Bah écoute, genre comme arrête de passer par lui». C'est pas à défaut d'avoir le pouvoir de le remplacer, ça peut arriver et puis ce serait un peu naïf de croire qu'on va le voir, on lui met la main sur l'épaule: «Ça va, t'as pas un bon match? Est-ce que ça va mieux se passer après?» Dans le feu de l'action, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Maintenant, ça, ben, je te dirais qu'il peut le dire un peu, qu'il peut le dire dans les vestiaires. C'est vraiment une faute de sa part de le dire comme ça devant les caméras. Qui sait qu'ils sont là? Je veux dire, que Benzema, c'est 16 ans de carrière professionnelle. Il sait très bien. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est peut-être même on peut pousser plus loin au-delà de sa personnalité, qui est une personnalité qui a toujours été un petit peu mis en conflit avec le collectif, notamment en équipe de France. On peut se demander, même si, genre, comme il se dédouane pas tout de suite de la performance de son équipe, qui se dit, mais en passant ce commentaire-là, je pointe le doigt sur les raisons de notre échec, parce qu'à ce moment-ci, c'est en situation d'échec, Ouais. le Real. Donc voilà, donc est-ce que c'est même stratégique, c'est même une tactique de communication, c'est faisable, enfin, c'est envisageable pour un joueur qui a déjà peut-être à son actif 3 documentaires de carrière, alors qu'il est encore un joueur en activité. Donc oui, 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 c'est grave et à la fois pas si grave. Le Michael Moore du foot, c'est ça que tu es en train de me dire, Karim Benzema. Jean, je veux t'entendre là-dessus dans un instant, mais moi, la question qui. Je t'écoute parler, Sid, puis ce que je me dis, c'est à partir du moment où tu as ramassé Vinicius dans le vestiaire, tu l'as dit à voix haute devant tout le monde, ben là, je l'accepte peut-être un peu. Mais si tu dis rien dans le vestiaire, que tu prends pas ta position de leadership, que tu l'assumes pas, puis que là, en catimini devant les caméras, qu'ils sachent ou non, comme tu dis, pour moi, c'est plus la question du micro, parce que les caméras, c'est une chose, mais tu caches ton visage, puis personne n'est capable de voir ce que tu as dit. C'est là où, si tu vas le dire comme ça, dans le dos du principal intéressé, sans lui avoir dit, parce que tu es un joueur cadre, c'est pas une recrue qui est en train de parler dans le dos d'un vétéran. C'est un vétéran qui est en train de dire tout bas ce qu'il n'a peut-être pas dit tout haut. Et c'est là que j'aurais un gros problème avec le leadership de Karim Benzema. Jean, toi, t'en as pensé quoi? Alors, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi parce au-delà de ça, c'est vraiment la question. Hein. C'est que dans cette équipe-là, tu as 2 leaders maintenant et des leaders parce que ils sont là depuis longtemps et parce que Zidane en a fait des leaders en insistant qu'ils comptaient sur eux avant tout et tu vois dans ses choix qu'ils sont là quoi qu'il arrive. Ce sont Sergio Ramos et Karim Benzema. Demande ce qu'il s'est montré pour défendre ces 2 joueurs et en particulier Benzema, clairement, il y a une obligation pour le joueur. Et il est essentiel qu'il prenne cette responsabilité-là dans le vestiaire aussi. Et c'est quelque chose qui aurait dû être mis clairement dans le vestiaire. Il y a moyen de se parler et de dire regarde, qu'est-ce que tu fais là? Tu étais à côté de tes pompes ou d'avoir une réunion avec justement rapidement un petit 30 secondes avec Zidane en disant qu'est-ce qui se passe là et d'impliquer le joueur lui-même parce que Vinicius, il est dans cette équipe quand même depuis plus d'1 an. Il a fait des bons matchs. C'est pas non plus, il arrive là d'un seul coup et puis on se rend compte qu'il est pas du tout au niveau. Non, il a apporté quand même régulièrement. Donc, à partir du moment où tu es un leader de cette équipe, tu revendiques d'être un leader, que ton entraîneur est clairement derrière toi, tu as cette responsabilité-là. Et là, je trouve que Benzema, il est passé complètement à côté. Bon, de Madrid, maintenant, oui, vas-y, Sid. On ne sait pas s'il lui a pas dit dans les vestiaires. Ça, on le saura jamais, sauf s'il y a un documentaire Amazon. Et on ne sait pas non plus quelle a été la réaction de Vinicius si le cas échéant, Benzema lui a dit. Parce que dans un scénario où Benzema lui dit et que Vinicius lui trouve d'autres raisons à sa performance, ce qui serait souvent ce qui aurait été très légitime, la réaction de Benzema fait encore plus de sens. Qui dit, bon, bah, écoute, j'essaie de régler le problème. Lui, il pense que c'est la faute de X, Y, Z. Toi, Mendy, qui est son pourvoyeur
pourvoyeur de ballon lui donne plus le ballon, passe directement, pas Kroos, Casemiro ou moi, et comme ça, genre, comme je règle le problème d'une façon différente. Donc on ne sait pas, là on est vraiment dans du foot fiction, mais c'est possible qu'il lui ait parlé aussi. De Madrid, on va passer à l'Est maintenant en Espagne, les gars, parce que Monsieur Bartomeu a finalement décidé de quitter la présidence du Barça avant que les fans votent pour son départ. Mais en s'en allant, il a laissé une petite bombe en arrière de lui. Ouais, pas mal. Hein. Ouais, bon, Bartomeu, le départ, ouais, il fallait qu'il prenne cette décision-là. Ça arrive 2 jours après Classico où ça n'a pas été du tout. Hein, clairement, malgré tout ce qu'on peut dire, penalty, ceci, cela, VAR ou whatever. Non, clairement, Barcelone n'était pas au niveau du Real, et je pense que c'est ça qui a fait le plus mal. Mais ça arrive à la fin, en queue d'une série d'événements qui ça fait boule de neige depuis 2 ans à Barcelone, et t'en vois pas la fin. Hein. C'est l'histoire Neymar, c'est l'histoire Dembélé, c'est Messi, c'est la dette du club, c'est le manque de vision. Enfin, ça n'arrête pas du tout. Était dos au mur parce qu'il y a une motion de défiance qui est présentée par 20 000 sociaux. C'est gigantesque. Et c'était qu'une question de temps. De toute façon, il y aura des élections au mois de mars. Bartomeu va pas être là, ou n'aurait pas été là. Donc, et là, clairement, il n'y a plus rien à faire avec lui. Donc, je pense que de lui-même ou conseiller, il était grand temps qu'il s'en aille. Alors, il s'en va en essayant de dire moi, j'ai essayé de faire des choses et surtout d'essayer d'arriver à rendre le club solide financièrement. Ça, ce sera à discuter, et je pense qu'il y a des gens qui vont se pencher un peu plus que moi, plus près et mieux que moi sur la question. Mais ce qui balance à la fin, c'est disant oui, et puis en passant, on a accepté le projet de Super Club, de Super League européenne. Bon, clairement, clairement, c'est une annonce qui est faite pour minimiser un petit peu le poids de sa démission, et qui est clairement dire on va parler de ça, et puis on va pas vraiment passer des semaines à disséquer mon bilan. Parce que c'est ce qu'on va retenir de l'annonce. Mais c'est quand même une grosse annonce parce que à partir du moment où, oui, on peut dire le projet pour l'instant n'a pas lieu, il est irréalisable, il y a ceci, il y a cela. À partir du moment où on en parle régulièrement et que ça revient et que tu t'impliques, tu impliques ton club dedans, qui est un des plus gros clubs au monde, et que tu rejoins par là même l'autre club qui est le moteur de cette Super League qui est le Real Madrid, je pense qu'on va parler et que ça fait encore plus avancer le projet. Ouais, toi, tu as pensé quoi, Sid, du fait que Bartomeu, comme ça, là, il s'en va d'un party, puis il est dans le cadre de porte, il a son manteau, il finit de mettre ses gants, puis là, il rouvre la porte juste pour dire « Hey, en passant, on s'en va en European Super League. OK, bye! » Puis il ferme la porte. C'est extraordinaire, parce que c'est vrai que oui, c'est un marronnier, ça c'est un sujet qui revient énormément depuis, je pense, peut-être les 5 à 10 dernières années, hein, je pourrais même aller jusqu'à là. Mais on n'a jamais eu un officiel qui en parle. On n'a jamais eu, là c'est quand même la première fois qu'un président d'un club, et comme top 3 des plus gros clubs du monde, dit clairement oui, ce projet-là il existe, et ce projet-là, au-delà qu'il existe, on a accepté d'y participer. Donc c'est une bombe, et puis c'est habile de sa part, parce que ça enlève une partie de l'attention sur son bilan, sur la situation actuelle, et je pense que Jean l'a rappelé à juste titre, mais dans un contexte de pandémie, plus de 20 000 sociaux, je pense même que les chiffres sont plus élevés, mais après ils ont retiré certaines signatures, mais c'est énorme ce qui s'est passé, de mettre le président du Barça comme ça au pied du mur, et c'est aussi à la fois énorme ce qui s'est passé pour Lionel Messi, qui a failli partir par la petite porte, l'un des plus grands joueurs de l'histoire. C'est fou quand même, tous les événements qui conduisent à ça, et je pense que voilà, c'est encore un pied de nez de Bartomeu, genre comme d'essayer de parler de la Ligue européenne. Je pense que c'est d'ailleurs ça son nom, qui finalement est une vraie discussion. N'est pas une fiction, est une vraie discussion à avoir maintenant dans les prochaines années. Oui. Jean?
Alors, semaine, pardon. Ouais. Oui, je voulais juste, effectivement, en complément de ça, dire, oui, ça rentre tout à fait dans ce discours-là et dans cette façon de faire-là, qui est, dans quelques années, parce qu'à un moment ou un autre, on va y arriver à cette Super League, quelle que soit la forme, quelle que soit, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Et ce sera de dire, ah ben Bartomeu, c'est le gars qui a été l'un des moteurs, c'est le gars qui a été... et ce sera dans l'héritage. Ce sera dans l'héritage, ce sera de dire, ah, mais lui, il avait vu les choses à ce moment-là. Comme quoi, il vient de se positionner comme un génie. Mais dans combien de temps on le reconnaîtra, ça? Je pense qu'on a le temps d'avoir une couple de discussions à loin de 100 foot sur le dossier avant que ce soit ça qu'on écrit dans les livres d'histoire. On va se tourner maintenant vers les sujets chauds, messieurs. Une première question qui vient de Adam est vraiment intéressante. Sid, je veux t'entendre là-dessus pour commencer. Adam nous demande, appréciez-vous autant le foot qu'avant la pandémie? Personnellement, même si on s'habitue au son de foule artificielle, l'absence de supporters dans les estrades se fait toujours sentir. Oui, c'est sûr que l'absence des supporters, d'ailleurs, bon, personnellement, j'essaye d'écouter le plus possible sans les chants artificiels parce que je trouve qu'ils sont on a parfois dans les relations américaines, le son de la cloche quand l'Impact prend un but. Donc c'est pas des choses qui sont très intéressantes, mais c'est sûr, oui, que les supporters, c'est l'essence enfin, le foot ne devient pas le foot s'il y a pas autant de gens qui s'y intéressent et qui le regardent. C'est la boucle des commanditaires, enfin, des droits télé, c'est les gens. Sinon, c'est le même sport qu'on fait dans notre parc. Mais oui, maintenant, sur l'intérêt du foot, je dois avouer que quand il y a eu ce qu'on appelle maintenant communément le restart, j'ai personnellement eu beaucoup de mal à apprécier le foot. Quand l'Allemagne a repris, quand l'Italie aussi, ça m'a mis beaucoup de matchs. Je pense que quasiment, je pourrais dire que le point de départ est le Final 8 de Lisbonne, où à ce moment-ci, il y avait aussi un peu les coupes nationales en France. Il y a eu les deux finales de coupe qui ont été les petits déclencheurs de mon intérêt personnellement vers le foot, parce que je pense que tout simplement la période n'était pas propice, le niveau, enfin il y avait beaucoup de choses qui faisaient que c'était pas. Maintenant, est-ce que bon, genre, je retomberai jamais au niveau de quand j'avais 12 ans, mais je pense que voilà, genre, comme en ce moment, il y a quand même une forme de normalité sur le produit, bien que je suis d'accord avec notre auditeur. Non, les supporters, c'est le foot. Juste une petite parenthèse sur la cloche qui sonne quand l'Impact encaisse des buts. Ça nous montre que c'est pas parce que tu as les CD que tu es un DJ qui est capable de les mixer comme il faut pour faire une bonne soirée. Jean, je veux tes commentaires là-dessus parce que ce que Sid dit par rapport au restart, c'est intéressant. À ce moment-là en particulier, puis là, on est en train de retomber dedans un peu, nos situations personnelles, la situation de la société de manière générale fait en sorte que tu as des soucis qui occupent pas mal plus de place qu'avant, qu'il y a un an, par exemple. Il y a peut-être moins de place pour le foot. À ça s'ajoute le fait qu'il n'y a pas l'ambiance qu'il y avait dans les estrades, même si pour la Premier League, par exemple, on fait tout un travail. Là. Si tu ne voyais pas ce qui se passe dans les estrades, le son, c'est vraiment bien mixé, mais c'est un paquet de facteurs qui font en sorte qu'on ne peut pas dire que c'est revenu comme avant. Comme avant, c'est certain. Écoute, quand la reprise a vraiment eu lieu, je pense qu'on s'est pas mal dit, ok, ça va peut-être nous permettre un petit peu d'alléger les tracas, la lourdeur de la situation, ça va nous ramener à quelque chose d'un petit peu léger et qu'on va pouvoir consommer d'une certaine façon comme on le faisait avant, avec certaines petites différences quand même. Mais c'est vrai que ça a été dur. Ça a été dur de revenir dedans. La Bundesliga, c'était un petit peu hallucinant au moment de la reprise. Reprendre les premiers matchs, entendre les gars qui se crient dessus. En plus, il y avait c'était vraiment très limité à l'époque. Je sais pas si tu te souviens, c'était il y a 4 mois, mais c'était le nombre de gens qui étaient même présents dans le stade, c'est encore plus restreint que ce qu'il y a maintenant, même au niveau de l'entourage des équipes. Donc ça a été un peu bizarre. Et là, je reviens totalement, je suis entièrement d'accord avec ce que Sid a dit. Il y a eu
là aussi, un moment qui a été vraiment fort, ce sont les deux coupes, Ligue des Champions et Europa. Parce que l'Europa, avec sa petite bulle en Allemagne, là, c'était vraiment aussi bien. Et là, ça a recréé quelque chose avec un format qui me semble-t-il, a plu d'une façon générale, qui a amené un nouvel intérêt parce que la situation le voulait, mais en disant, et d'ailleurs l'UEFA est en train de dire, finalement, on va peut-être reprendre et on va peut-être refaire ce truc-là. Donc oui, le vrai déclic, ça a été à ce moment-là. Et je pense que pas mal de gens ont repris dessus à ce moment-là. La Ligue des Champions, en ce moment, c'est un petit peu bizarre, parce que là, ça arrive d'un seul coup, et puis ça arrive... là, semaine après semaine, et puis on la prend là d'un seul coup dans pleine tête. Mais c'est une sorte de retour à une, on va pas dire une normalité du football peut-être, en tout cas multiplication des matchs, un petit peu ici et là, des résultats, qu'est-ce qu'ils veulent dire. On reprend un petit peu un certain rythme, mais c'est vrai que sans spectateurs, c'est complètement différent. Ouais, tu fais bien de nous rappeler qu'au plus fort de la pandémie, on se disait que le retour du sport allait nous faire du bien. Ce qu'on avait oublié, c'est qu'avec le retour des compétitions, il y avait le retour du VAR aussi, puis que là, on allait tout être sa déprime une couple de semaines plus tard. Mais ça, c'est un autre dossier. La deuxième question, c'est celle de Thomas, vraiment intéressante. Avec les deux résultats au cours de la dernière semaine de Manchester United en Ligue des Champions, qui a battu le PSG 2-1 et Leipzig 5-0 cette semaine, est-ce que ça en fait un prétendant sérieux au titre en Ligue des Champions? Jean, on va commencer avec toi. Prétendant parce que c'est Manchester United et parce que tu peux pas non plus dire ils sont bons à acheter. Sérieux, non. Sérieux, je crois pas pour l'instant. Je crois pas. Je crois que c'est une équipe qui montre qu'elle est à la peine régulièrement. Il y a un mieux certain, parce que Solskjaer semble avoir trouvé une façon d'utiliser au mieux ce qu'il a. Mais il n'empêche que c'est une équipe qui a encore trop de faiblesses pour qu'on puisse se dire elle va continuer à ce niveau-là pendant 6 mois, et qu'il y a actuellement trop d'équipes qui sont une coche ou 2 coches ou 3 coches au-dessus actuellement. D'accord avec ça, Sid? C'est sûr que les résultats de United changent complètement la narrative. Je pense qu'il y a une semaine et demie, on se posait la question si Ole Gunnar Solskjaer était encore l'homme de la situation. Donc il y a eu la déroute face à Tottenham. Un match miracle du 3-3, je pense, contre j'ai oublié, contre Aston peut-être, je confonds. Mais après voilà, donc il y a résultat fort contre le Paris Saint-Germain, et ensuite cet enchaînement contre Leipzig. Donc oui, c'est une équipe qui a du potentiel. Durant le restart, a été une des équipes les plus cohérentes de la Première Ligue, qui est vraiment venue aller chercher cette place en Ligue des Champions. Maintenant, il faut trouver l'équilibre du côté avec l'arrivée de Cavani, avec Van de Beek. Il faut trouver l'équilibre. Il faut aussi comme que derrière ça se solidifie. Je pense que derrière, ça reste encore très, très fragile. Donc, des matchs comme celui de Paris, où c'est une équipe qui est capable de bien tenir défensivement et de punir offensivement, si c'est l'identité que United veut mettre en place, c'est intéressant. De là en faire un prétendant sérieux, non. Parce que quand tu regardes le match de Bayern de Munich à côté, non, c'est le jour et la nuit quand même. Surtout pas avec leur maillot blanc et noir. Moi, ça peut pas être sérieux avec ce maillot-là. Je le répète pour une deuxième semaine de suite. J'aime pas du tout. On va te l'offrir, il est commandé là. Ouais, c'est ça, tu pourras le garder. Sid, je te lance la prochaine question, celle de Claude Caron, qui nous demande, est-ce que Thierry... En fait, c'est 2 questions. Claude nous demande, est-ce que Thierry Henry sera de retour l'an prochain, et est-ce que l'Impact survivra à la pandémie? On va commencer par la première avec Thierry Henry. Je vais te la cadrer peut-être un peu différemment. Est-ce que si l'Impact ne fait pas les séries, parce que là, on ne va pas faire semblant que c'est acquis, puis on ne va pas jouer à l'autruche, puis prétendre que c'est pas une possibilité de voir l'Impact dans les 4 derniers, pas faire les séries, être exclu, même s'il y a 10 équipes qui se qualifient dans l'Est en 2020. Est-ce que
Si l'Impact ne les fait pas, ces séries-là, il y a question de soulever ce débat-là, à savoir est-ce qu'on devrait ramener Thierry Henry ou non l'an prochain, ou est-ce que, regarde, c'est la pandémie, puis c'est clair qu'il faut absolument le ramener et que tu n'as pas de doute qu'il sera de retour en 2021? Bah, la question, forcément, elle se pose si l'Impact ne fait pas les séries, mais en même temps, je dirais que la question, c'est pas le bon timing. Je crois que les conditions dans lesquelles l'Impact évolue en ce moment, on les connaît. Même au niveau des blessés, je pense que même un peu après Orlando, il y avait déjà beaucoup de ces questions, enfin, de cette situation-là. Et Mhm. c'est là, en fait, finalement, qu'on se demande. Je te dirais que c'est là qu'on se demande, est-ce que Thierry est l'homme de la situation? Moi, je rappelle Orlando, c'était une catastrophe au niveau du jeu. Et au prix où il coûte, est-ce qu'on se demande, est-ce que c'est l'homme de la situation? Si on répond oui, mais on accepte que la suite, le New Jersey, on accepte tout le reste et on construit pour 2021, comme Olivier Renard semble l'avoir dit. Maintenant, moi, j'aurais ma préférence pour qu'il reste à Impact de Montréal, tout simplement parce que il y a encore une énième année de transition, une énième année avec un nouveau coach qui va prendre son temps pour son jeu, pour mettre ses hommes, et patati et patata. Non, je pense que c'est juste pour la continuité et qu'aussi, tout simplement, si Thierry Henry n'est pas l'homme de la situation pour 2021, ben qu'au mois de juin, on trouve une personne qui correspond vraiment à ce qu'on veut mettre en place pour le binôme Renard-Henry, pardon, je dis Renard-Henry, Renard plus ce coach-là. Mais si la décision est prise simplement parce que l'Impact va finir avec 1 point, 10 points, 1,1 point versus 1,05 et sera 10e et pas 11e, ça, je crois pas que ce soit une bonne façon d'aborder le problème de la présence au pas de Thierry Henry. Jean? Ouais, je crois qu'il faut pas lier Thierry Henry ou le sort de Thierry Henry ou ce qu'il va décider lui-même, parce que ça peut aussi être une décision personnelle, avec les résultats dans la situation présente et dans la situation qui nous a été proposée cette année. Je pense qu'il faut se dire que là actuellement on repart. Et je veux pas dire il faut continuer avec Henry parce que sinon ça va être pire. Parce que je veux pas être dans une sorte de négativisme là-dedans. Il y a un projet, il faut essayer de l'amener le plus loin possible. Ça n'a pas de sens de s'arrêter là. Il y a des choses intéressantes à voir avec beaucoup d'éléments sur lesquels il va falloir évoluer. Mais je pense qu'on l'a vu, on le dit quand même régulièrement toutes les semaines. C'est un projet qui est en construction. Et c'est valable aussi bien sur le terrain que dans ce qu'il y a autour. Et c'est valable aussi bien pour Olivier Renard que pour Thierry Henry. Donc, je crois que s'arrêter là et envisager de s'arrêter là, je pense que ce serait une énorme erreur. Tenir un discours parce qu'il y aura 0,5 points qui vont séparer telle équipe de telle autre, non, ça a pas de sens. Il y a trop d'éléments dans cette saison qui ont fait que tout était un petit peu à recommencer ou à redémarrer trop souvent pour qu'on puisse juger la valeur du travail de Henry sur une saison entière. Ouais, je suis d'accord avec vous, les gars. Pour moi, c'est clair et certain que l'Impact de Montréal ne peut pas congédier Thierry Henry à la fin de cette saison-là. Tu peux pas. Ton marché ne comprendra jamais pourquoi encore un autre entraîneur, surtout de cette stature-là, se fait limoger après que tu aies laissé partir Rémi Garde l'année passée. 2, même si tu n'as aucune certitude sportive que Thierry Henry t'a offert en ce moment, tu as aussi tellement de facteurs atténuants qui expliquent les mauvais résultats ou qui peuvent être utilisés pour les expliquer, que ce soit des faits ou des excuses, prenez le mot que vous voulez. Tu ne peux pas justifier que tu le remercies. Maintenant, t'entends Safir Taider dire c'est compliqué, c'est difficile, et il décide de partir ailleurs dans le monde où les conditions sont peut-être un petit peu moins difficiles que pour un club canadien en MLS. T'entends Boyan dire ben ma famille, c'est compliqué, puis en vue de 2021, il faut que je décide ce que j'ai envie de faire. Rod Fanny, j'ai eu l'occasion de lui parler, puis je sais que son cas est différent, il approche de la quarantaine,
mais il a le même discours. Le coach est en train de vivre la même chose en ce moment. S'il y a une opportunité d'aller coacher en championship, sachant qu'en 2021, tu n'as aucune certitude que ça ne va pas ressembler à ce que tu as vécu sur la dernière portion de calendrier en 2020. Tu es toujours pris au sud de la frontière. Il faut que tu t'en ailles. Tu n'es pas à la maison. Tu ne t'entraînes pas dans tes affaires. Ce qui veut dire que comme entraîneur, ben, tu te places dans une position vraiment précaire. Est-ce que si au mois de décembre, il y a une opportunité de coacher en deuxième division anglaise, en championship, Thierry Henry ne la considère pas sérieusement? Ah oui, 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 ce scénario-là, genre de rentrer plus proche de Londres où établit sa famille, c'est certain que Thierry va le considérer. Et mais je te rejoins sur les 2 premiers points, pour toutes ces raisons, ce serait un non-sens, c'est un recul, je dirais, de le congédier. C'est pas si c'est une décision qui est purement sportive, alors qu'on fait quasiment table rase sur la masse salariale, sur les joueurs et qu'on veut se mettre, les outils à notre disposition, ça ne ferait aucun sens, ça ne ferait aucun sens. Puis, mais après, ceci étant dit, ben, ne pas faire les séries, ben, ça resterait quand même un échec. À 10 équipes sur 14, ça resterait quand même un échec. Oui, tout à fait. Jean, je veux t'entendre. Il reste deux petites questions en terminant. La deuxième, d'abord, de Claude, parce qu'on n'en a pas parlé encore. Est-ce que l'impact survivra à la pandémie? Et là, j'interprète la question de Claude, mais on comprend que la pandémie n'est pas terminée en ce moment. On comprend qu'on parle des impacts financiers sur le club. Un club, il y a 2 ans, avec Joey Saputo, qui nous disait perdre, c'était quoi? C'était 11 millions, qui nous disait perdre à chaque année. Euh, à quel moment ça va devenir une question qu'il faut qu'on se pose sérieusement? Et ça ne concernera pas seulement l'Impact de Montréal, ça va toucher quelques clubs en MLS, peut-être pas ceux qui sont arrivés dernièrement et qui ont les poches les plus profondes, mais tu ne peux pas faire autrement que de te demander est-ce que ça hypothèque le reste de l'histoire de ce club-là et est-ce que ça ne peut pas même faire partir un train de déménagement possible pour Joey Saputo ou de vente? Non, je crois qu'il est temps et je trouve que la question elle est vraiment très intéressante parce qu'effectivement il faut arriver maintenant à envisager ce genre d'hypothèse. Hein. Quand on regarde comment les clubs vivent, quel est leur fonds, quelles sont leurs ressources financières. C'est pas ce qu'on voit en Europe. Il n'y a pas des droits télé mirobolants qui font vivre les clubs. Donc les recettes guichets, tout ce qui est vente, tout ce qui est partenariat, sont des sources importantes d'argent et actuellement c'est minimal absolu. Deuxièmement, quand tu regardes effectivement les difficultés financières des clubs, on en a parlé déjà. L'année dernière, il y avait des chiffres qui sont sortis. Il n'y avait que 3 clubs qui étaient dans le vert. Hein, donc, dedans, il y avait quoi? LA, Toronto, Seattle, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, tous les clubs font face à ce problème-là. Et on sait que l'impact, de par le marché, de par le continu de difficulté à bien implanter et à continuer à relancer cette équipe l'environnement qu'on connaît ici, c'est une question à poser. Et oui, je pense que ça va être une question sérieuse à laquelle il va falloir face dès le printemps. Dès le printemps, parce qu'on va faire face à une nouvelle saison. Et là, en se disant, c'est pas une question de 2-3 mois, c'est pas une parenthèse. C'est une situation ce sera une situation de tous les jours pendant 1 an peut-être. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment une hypothèse qu'il faut regarder, à laquelle il faut donner vraiment du crédit, c'est-à-dire ne pas se cacher, se dire attention, parce que les effets de la pandémie sur les clubs peuvent être majeurs. Ouais. Un mot rapide là-dessus, peut-être, Sid?
Oui, et puis je pense qu'il y a un autre facteur par rapport à l'Europe, c'est au niveau institutionnel. Je pense que les clubs qui sont organisés sous fédération ont la capacité d'aller chercher parfois des gros prêts au niveau de leur gouvernement, des facilités au niveau des banques. Et cet ancrage institutionnel des clubs européens, il est inexistant. Il est ici, inexistant. Je pense qu'il n'y a personne qui peut s'attendre à ce que Soccer Canada ou même du côté de la MLS, hein, comme ils ne vont pas aller chercher 100 millions de coussins pour que les équipes survivent durant les 2-3 prochaines années. Donc c'est vraiment une situation qui peut être beaucoup plus précaire. L'Impact a quand même congédié de nombreuses personnes durant, à l'été. C'est une situation financièrement qui est difficile, Maintenant, est-ce que l'équipe est en péril? Je ne sais pas, mais genre comme des plans de contingence, il en faut assurément. Maintenant, on termine avec la question du staff. Sid, on va y aller avec toi. La question est, est-ce que le Forge FC a une véritable chance d'aller jusqu'au bout en CONCACAF League, le club de CPL qui a battu Municipal Limeño, un club salvadorien, en qualif? Ça, c'était la semaine passée, une victoire de 2-1. Là, le prochain match, c'est mardi face à Tauro, une équipe du Panama, un match qui va se disputer au Panama en ronde des 16. Alors, bon, Toro FC, je les ai jamais vus jouer, donc c'est toujours compliqué de faire l'analyse comme ça, aveugle. L'an passé, contre CD Olympia, ils s'étaient fait éliminer, limite à juste titre, j'ai envie de dire. Mais là, c'est intéressant ce que fait le Forge. Ça fait quand même pas mal de semaines, même si la saison les Highland Games sont terminées, l'équipe est restée ensemble, s'entraîne. On sent quand même qu'il y a une forme d'identité CONCACAF. C'est la troisième fois de suite dans la compétition. Enfin, deux fois et qualifiés pour l'édition Mhm. suivante. C'est intéressant ce que fait Forge, sachant même d'ailleurs qu'une annonce très très, je pense motivante pour eux, c'est que même en cas d'élimination, ils auront encore une chance de se qualifier pour la Ligue des Champions CONCACAF, puisque les 4 équipes qui sont éliminées en quart de finale joueraient un mini tournoi pour un cinquième spot supplémentaire. Donc, je pense que Forge veut mettre ça dans une identité. On voit les entrevues de Kyle Baker et autres. On voit que c'est quelque chose qui a de l'importance. Bon, Toro FC, pour moi, c'est un petit peu trop exotique, mais je pense que pourquoi pas. Hey, en veux-tu des mini-tournois en 2020? Il me semble qu'on va juste avoir fait ça cette année, C'est vrai. jouer des mini-tournois. Les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Merci les gars. Alors, merci à vous de nous avoir posé vos questions sur Twitter, hashtag LDSF. Continuez de le faire tout au long de la semaine et de partager le contenu sur le rds.ca/balado-diffusion et sur iHeartRadio.